Donc ce que je vais présenter est une synthèse du travail que j'ai fait et qui est présenté dans un ouvrage que j'ai publié récemment. Donc qui est un titre un peu voilà, phénoménologie de la danse, mais en fait c'est sur l'empathie kinesthésique. Alors c'est parti. Alors, j'ai très peu d'images. Si j'ai du temps, je vous montrerai un extrait à la fin. Sinon, c'est pas très dramatique. Je commence. Donc, face à un spectacle mettant en scène des corps, donc pas forcément de la danse, mais ça peut être aussi de la danse-théâtre ou du théâtre. Par exemple, Le Sacre du Printemps de Pina Bausch, si vous connaissez, ou Blush de Wim van Riekevoets, qui est très violent. Ou encore la scène du baiser dans le parc d'Angelin près de Jocage, qui est une scène qui a été reprise par Air France parce que l'image est très belle, on voit des personnages qui s'envolent, on voit une femme, une danseuse qui s'envole. Il arrive souvent que nous ressentions le mouvement, que nous voyions comme si nous l'effectuions nous-mêmes. Si l'on parle souvent de catharsis à propos d'Aristote pour évoquer la contagiosité des émotions, il s'agit dans les exemples que je viens de citer non d'une purgation émotionnelle, mais bien plutôt d'une sensation kinesthésique. Alors je vais ici faire usage du concept d'empathie kinesthésique pour caractériser l'impression qu'a le spectateur d'éprouver physiquement ce que vit l'interprète en mouvement. Je considérerai dans un premier temps ce qui caractérise le concept d'empathie kinesthésique. En fait, je vais proposer une genèse du concept d'empathie kinesthésique. À partir de la phénoménologie esthétique et une réflexion sur les kinesthèses, et en particulier une réflexion qui émane de la théorie critique de la danse. Puis, dans un deuxième temps, j'en proposerai brièvement quelques pistes explicatives, plus empiriques que théoriques, et inclinant un peu vers les neurosciences. Voilà. Ah oui, j'avais aussi, j'avais mentionné Caroline Carson, de toute façon. Non, voilà. Donc ça, ce sera à peu près mon plan, et je vous invite, enfin, si ça vous intéresse, moi je m'appuie beaucoup sur les travaux de Maurice Elie, Alain Berthoz, Alain Berthoz et Gérard Jorland, et puis Jacques Hockman. Voilà, donc je commence par la genèse du concept d'empathie kinesthésique. En 1873, Robert Vischer, je ne lis pas tout ce qui s'affiche, surtout si c'est en allemand. Robert Vischer emploie le concept allemand d'Einfühlung pour justifier l'émotion de l'amateur d'art. C'est une émotion qualifiée d'esthétique en philosophie de l'art au sens propre d'aïsthésis, c'est-à-dire une émotion née dans la sensation, pas dans le sentiment. Il affirme que cette émotion résulte d'une reconnaissance du spectateur dans l'unité formelle de l'objet. Alors j'explicite un petit peu, le spectateur perçoit l'unité formelle de l'objet d'art, et c'est alors que, par réflexivité de l'objet d'art sur le sujet percevant, il se perçoit lui-même comme unité formelle. Vischer appelle Einfühlung ce phénomène par lequel le sujet spectateur se perçoit comme unité objective, moyennant la médiatisation de l'objet d'art. Et Einfühlung signifie étymologiquement ressentir par entrer dans. Mais Vischer n'entend pas là une fusion et pas non plus une réversibilité. Autrement dit, je ne deviens pas pour moi, à mes propres yeux, l'objet qui médiatise ma propre objectivité. C'est vraiment la forme, c'est-à-dire l'unité cohérente de l'objet qui me permet de saisir de façon réflexive ma propre unité formelle. Ce processus est rendu possible, selon Vischer, par la projection par le sujet, on peut dire le spectateur, mais par la personne qui assiste à la représentation, ou qui même, chez Vischer c'est plus des tableaux. Le processus est rendu possible par la projection par le sujet de son centre de gravité dans l'objet d'art. Alors, il se projette dans l'objet d'art par son regard ou par son écoute, et par réflexivité, l'œuvre lui fait vivre sa propre unité, ça je l'ai déjà dit, mais ce qui est très intéressant ici, à mon sens, c'est que chez Vischer, il est question de centre de gravité, donc il y a vraiment une projection qui est physique, et c'est pas juste le spectateur ou l'amateur d'art n'est pas simplement pensé comme un réceptacle, mais bien comme un acteur de l'Einfühlung. Étape suivante
dans l'histoire. En 1903, Theodor Lipps mobilise le concept esthétique d'Einfühlung, donc qui a été utilisé par Vischer. Il le mobilise dans le champ de la psychologie sociale. Alors, il a écrit en esthétique, et puis ensuite il a écrit en psychologie sociale, et il a mobilisé le concept qu'il avait employé en esthétique. Alors, donc il extrait ce concept du domaine esthétique. En effet, l'appréhension d'autrui est avant tout médiatisée par le corps. Je vois les larmes couler sur le visage d'une personne inconnue, je l'entends dire quelques mots sans nécessairement bien discerner ce qui est dit, et je sais d'emblée si elle pleure de joie ou de tristesse. Ce ne sont pas vraiment ces mots qui me donnent cette conviction, mais c'est quelque chose qui se dégage d'elle. Alors je ne peux pas nécessairement m'expliquer comment j'ai cette certitude intuitive. Theodor Lipps voit dans l'Einfühlung, donc dégagé du champ restreint de l'art, dans l'Einfühlung au sens de ce qui se passe entre deux personnes, un primat cognitif et psychologique au fondement de toute expérience esthétique et morale. Autrement dit, selon lui, c'est parce que je suis disposée à l'Einfühlung que je peux éprouver des émotions, accéder à autrui. Voilà, c'est pas le résultat, c'est pas juste un phénomène, c'est une cause. Lipps ajoute lui aussi une dimension corporelle, gravitaire et matérielle à la description de l'Einfühlung. Alors je cite Gérard Jorland, qui était Gérard Jorland. Donc c'est le livre Alain Berthoz de Gérard Jorland sur l'empathie. La philosophie de Theodor Lipps est une philosophie du contact avec la matière. On y soulève des masses qui font ressentir dans son propre corps la force de la gravité. On y résiste à une poussée que l'on parvient à contenir par un effet de ressort, et l'on ressent de la joie à éprouver la plasticité de son être. Bon, là, c'est plus la joie parce que je perçois l'unité formelle de l'objet, mais là, c'est vraiment une joie qui est physiquement éprouvée. On y presse des surfaces et l'on en ressent au point de contact des sensations qui tiennent autant aux propriétés de la surface qu'à celles de la peau, les propriétés de la peau laissant s'exprimer des qualités ou des propriétés de la surface. Dans notre rapport au monde extérieur et aux autres, alors je quitte Gérard Jean, dans notre rapport au monde extérieur et aux autres, nous faisons jouer notre proprioception musculaire et notre sens du mouvement, qu'on appelle, j'expliquerai plus tard, mais on appelle ça la kinesthésie. Nous vivons l'élan qui préside, qui est là dans le geste de l'interprète, même si nous ne vivons pas exactement le geste qui en résulte. En ce sens, notre intuition émotionnelle d'autrui repose, là je m'appuie quand même sur Lipps pour ce que je dis, notre intuition émotionnelle d'autrui repose sur l'appréhension d'une posture, un micro-mouvement anticipateur du déséquilibre qu'occasionnera le geste à venir. Je cite cette fois Jacques Hockman. Lipps remarque que quand je regarde et admire un funambule avancer sur une corde, je ne puis m'empêcher d'imiter subrepticement ces mouvements successifs de perte et de rétablissement d'équilibre. Pendant l'observation, cette imitation reste inconsciente, le sujet s'immerge de manière indifférenciée dans son action, confondue avec l'action d'autrui, en même temps qu'il prend conscience de lui-même comme auteur ou spectateur. Alors ce distinguo est très important pour caractériser l'empathie. Le sujet se confond avec l'action d'autrui, donc il peut y accéder, et ce de manière involontaire, je ne peux pas m'en empêcher, au sens non pas psychologique mais au sens musculaire. Je ne peux pas m'en empêcher physiquement d'anticiper la chute éventuelle et d'essayer finalement par mon corps de rétablir l'équilibre de celui dont j'ai l'impression qu'il est en train de tomber. L'Einfühlung est un vécu, donc à ce titre, un vécu kinesthésique commun et prémoteur avant même la chute, j'anticipe. Et c'est pourquoi, au moindre déséquilibre, le spectateur peut sursauter. C'est par un instinct gravitaire qui est dans le spectateur qu'il tente de rétablir l'équilibre de l'acrobate, dont il partage un certain vécu musculaire. Mais un certain vécu musculaire, c'est-à-dire que l'Einfühlung repose aussi en partie donc, dans le souvenir moteur du spectateur. Autrement dit, on éprouve plus facilement le déséquilibre de l'autre quand on a soi-même une pratique motrice, on fait du sport un petit peu, ou beaucoup. Et puis l'Einfühlung repose un petit peu aussi sur la capacité imaginative par laquelle nous pouvons nous placer dans la situation du moins supposé d'autrui. Ce qui veut dire que dans l'Einfühlung, la part subjective aussi est importante. Il n'y a pas juste quelque chose qui relèverait de la mimésis,
mais il y a, le sujet est important, la part subjective est importante. Autrement dit, selon Lipps, dans le même temps que celui où le sujet accède au vécu kinesthésique d'autrui, il éprouve la clôture de son expérience sur son corps propre. Ce qui veut dire que l'Einfühlung est un mode de connaissance, et selon Lipps, un mode de connaissance paradoxal. L'Einfühlung me permet d'accéder à l'altérité. Grâce à l'Einfühlung, je peux savoir ce que vit l'autre, et en même temps, j'éprouve le fait que je suis clôturée sur moi-même, et que je ne suis pas l'autre. Donc double connaissance, connaissance de l'autre et connaissance de moi, comme n'étant pas l'autre. Alors on verra ça, parce que tout ça c'est des intuitions qui sont très théoriques et philosophiques, et à la fin je vais évoquer les neurosciences. En fait, ces intuitions théoriques et philosophiques ont été quand même attestées par les neurosciences. C'est assez troublant, les neurosciences, la neurobiologie en particulier. Voilà, alors, donc pour clôturer sur Lipps, le sujet s'éprouve lui-même moyennant autrui. Alors c'est quand même dans la continuité du Escher, mais c'est un petit peu plus élaboré. Et le spectateur éprouve une émotion vive parce que grâce à l'autre, il se sent lui-même. Sans doute est-ce la raison pour laquelle nous avons tant de plaisir à regarder les compétitions sportives, des courses de natation ou du saut en hauteur. Je sais pas si moi je saut en hauteur, j'aime ça. Par l'entremise d'autrui, je fais l'expérience d'être celui qui court ou qui vole. Je suis en mesure d'accéder à l'intention motrice d'autrui. La connaissance que j'en ai n'est pas intellectuelle, mais kinesthésique et proprioceptive. C'est une véritable connaissance, mais elle n'en passe pas par l'intellect. Alors, en 1909, Edward Titchener traduit en anglais le mot d'Einfühlung, et il emploie le mot, il forge le néologisme d'empathy. En anglais, le mot sympathy existe, sympathie, mais en réalité, en allemand, on a aussi le mot sympathie, donc il a fallu essayer de marquer la différence entre la sympathie et l'Einfühlung, et c'est pourquoi Edward Titchener a forgé un mot qui semble ressembler quand même au mot de sympathie, et qui est celui d'empathie. Les Anglais emploient toujours le mot sympathie, mais c'est vrai que c'est le mot d'empathie que tout le monde emploie vient en fait d'un parcours de l'Einfühlung et d'un passage par l'anglais. Titchener souhaite caractériser le vécu corporel par l'empathie, souhaite caractériser le vécu corporel plutôt qu'émotionnel, ce qui explique qu'il emploie un autre mot que le mot sympathie, la sensation plutôt que le sentiment, et il souhaite souligner la vocation cognitive de l'Einfühlung. J'ai expliqué tout à l'heure en quoi il y a une connaissance par l'Einfühlung. Connaissance de soi comme n'étant pas l'autre, et connaissance du vécu de l'autre par l'entremise d'un vécu corporel propre. Deuxième sous-partie de la Genèse, ça va de façon décroissante, chaque partie est de plus en plus courte. En fait, le concept d'Einfühlung, que je suis obligée quand même de reprendre parce qu'il a quand même il a été très mobilisé chez les Allemands, a été aussi mobilisé par Edmund Husserl, qui est l'inventeur de la phénoménologie et qui est quelqu'un de très important. Donc, quand on pense à l'Einfühlung en phénoménologie, en philosophie, donc en phénoménologie, on pense à Husserl. Mais en réalité, il s'agit sans doute plutôt d'une appropriation par Husserl des travaux de sa doctorante, Edith Stein, sur l'Einfühlung. Et donc Edith Stein a consacré sa thèse au problème de l'empathie, donc en allemand ça fait Das Einfühlung, ce problème. C'est pas vraiment un problème de l'empathie, vous comprenez, mais pour la traduction c'est plus simple. Et la traduction de sa thèse est parue en France en 2012, alors que la thèse date de 1917. Et donc sous le titre « Le problème de l'empathie ». Alors Edith Stein, elle insiste beaucoup sur la dimension cognitive de l'empathie, et elle met un peu de côté la place du corps, l'importance qui était prise, l'importance du corps qu'elle a accordé, l'accent mis sur le corps chez Lischer et Lipps. Elle voit dans l'empathie, elle aussi, une faculté innée d'appréhender autrui par aperception. J'aperçois. Donc par aperception, je peux accéder à son vécu
L'enjeu pour Wittgenstein est un enjeu éthique. Grâce à l'empathie, je peux savoir qu'autrui a besoin de mon secours. Elle insiste beaucoup parce qu'elle cherche à se démarquer de Max Scheler, qui lui a écrit sur la sympathie, pas l'empathie. Elle insiste beaucoup sur le fait que dans l'Einfühlung, il y a une cognition, mais je n'éprouve pas à l'identique ce que l'autre ressent. En fait, je ressens la peine de l'autre, mais pas, je sais ce qu'il ressent par empathie, et je n'éprouve pas ce qu'il ressent à l'identique. Donc là aussi, il y a quand même une distinction qui est assez intéressante, parce que ça permet de conserver l'identité de chacun. Dans l'empathie, je sais ce qu'éprouve l'autre. Donc on est dans le domaine de la cognition. Voilà, je peux être triste pour autrui, mais je n'éprouve pas sa tristesse, tout en étant triste pour lui, que parce que je connais authentiquement l'ampleur de sa peine, de sa tristesse, de son chagrin. Voilà, donc Edith Stein, elle insiste sur le fait que l'empathie n'est pas une confusion affective. Mais elle a éliminé entre-temps un petit peu la place du corps. C'est pourquoi j'en viens maintenant à parler de kinesthèse et d'empathie kinesthésique. Alors, si j'emploie le terme d'empathie kinesthésique qui désigne le phénomène décrit au début, ce n'est pas un emprunt, le terme d'empathie kinesthésique, l'emploi que j'en fais n'est pas un emprunt à, d'une part, une réflexion sur l'empathie et d'autre part, une réflexion sur les kinesthèses. Je ne peux pas trop m'étendre dessus, mais en phénoménologie, et chez Husserl en particulier, et sans doute pas parce qu'il a emprunté à Wittgenstein, il y a une réflexion assez poussée sur les kinesthèses, sur le fait de ressentir le mouvement. Bon, là, mon emploi du concept d'empathie kinesthésique ne vient pas de la philosophie, en fait, et ni de la théorie, mais de la critique de danse, donc de John Martin. J'explicite un petit peu. Alors, le concept de kinesthésie, donc maintenant j'explicite son origine, le concept lui-même est apparu en 1820 chez Brown et Lotze. John Brown et Hermann Lotze, pour désigner la conscience proprioceptive du mouvement du corps. Bon, mais en fait, c'est juste le concept. C'est-à-dire qu'il a été appelé, ce qui a été décrit par Brown et Lotze n'a été appelé kinesthésie qu'en 1980 par Henry Charlton Bastian. Des chercheurs des chercheurs qui s'intéressaient essentiellement aux nerfs, à la neurologie, qui n'étaient pas du tout philosophes. Voilà, donc je n'ai pas besoin de les citer. Mais ces tendances, à proprement parler, qu'apparaît pour la première fois le syntagme de kinesthetic sympathy. Donc, vous voyez, John Martin emploie quand même le mot sympathie. Il faut savoir que c'est 1936, donc le terme d'empathie est encore visité. Donc John Martin, critique de danse, emploie le terme de kinesthetic sympathy pour essayer de décrire ce qu'il ressent en tant que critique de danse quand il voit de la danse moderne. En réalité, son objectif est aussi de soutenir les débuts de la danse moderne aux États-Unis. Vous voyez, 1930-1936, c'est plutôt Martha Graham aux États-Unis, et donc de dire que c'est très très bien. Voilà. Pour dire que c'est très très bien et qu'il adore ça, il explique pourquoi il adore ça, ce qui se passe dans son corps de critique de danse. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de lire John Martin quand on parle, parce qu'on a l'impression qu'il fait de la phénoménologie, comme je suis en philo. Ce qu'il dit, c'est de la phénoménologie, mais il n'a pas du tout fait d'études de philo. Bref, alors je lis. Un sixième sens fournit un grand service, il est avant tout musculaire et est appelé kinesthésie, perception de mouvement. Dans les muscles et les articulations se trouvent des organes sensoriels qui réagissent au mouvement. Voilà. De même que les organes de la vue réagissent à la lumière, en lien avec les canaux semi-circulaires des oreilles. On ne sait pas trop s'il a été voir plus loin, mais en lien avec les canaux semi-circulaires des oreilles qui nous informent de l'équilibre, la posture, la position. Ces humbles organes, qui n'ont jusqu'à présent reçu que le nom générique de propriocepteur, rendent possible la connaissance immédiate de notre propre mouvement, sans qu'on ne puisse le voir, l'entendre, le toucher, le goûter ou le respirer. Nous pouvons déterminer presque sans effort si nous nous trouvons à l'endroit ou à l'envers,
et sommes parfaitement conscients des relations existant entre les différentes parties de notre corps. Alors ça, c'est pour décrire un phénomène général. Et ensuite, il va en venir, dans ce que j'ai cité, de ce que je vais citer, il va en venir à essayer de comprendre ce qui se passe entre ce qu'éprouve le danseur quand il danse et ce qu'éprouve le spectateur. Alors, en fait, on a très peu, d'un point de vue de l'histoire de la danse, on a très peu d'indications sur les sources de John Martin. Là, ce qu'il va dire me semble faire écho un petit peu à la réflexion sur le théâtre chez Stanislavski, sur l'incarnation d'un personnage. Mais il n'y a pas de... je ne sais pas trop si c'est vraiment appuyé sur ça. Et puis, ce qu'il dit là, c'est assez étonnant parce qu'on trouve chez Descartes, dans la règle 12, des règles pour la direction de l'esprit, il y a aussi Descartes dit la même chose. Je sais si je suis à l'endroit ou à l'envers. Bon. Et il est impossible que John Martin ait épuisé Descartes pour sa réflexion. Donc bon, voilà, mais ce sont de très bonnes intuitions. Comme je le disais, John Martin fait reposer le ressenti du spectateur sur la sensation kinesthésique du danseur. Chez Martha Graham, le danseur est invité à ressentir son élan, son vécu moteur, la gravité aussi, la flexion et l'extension du buste sur le bassin, on ressentir beaucoup le bassin chez Graham. Et John Martin suppose que ce qu'il éprouve en tant que spectateur dépend du vécu physique du danseur et s'inscrit dans sa continuité. Donc, là, on est très en marge de ce que j'ai posé au début sur l'âme flou, mais en fait, là, je parle de kinesthésie pour en venir à la jonction entre âme flou, empathie et kinesthésie. En réalité, donc, John Martin forge le syntagme de kinesthetic sympathy, entendre dans le sens de kinesthetic empathy, voilà, pour décrire ce qui se passe, ce passage entre ce que vit le danseur et ce que vit le spectateur. Je lis, à travers la kinesthésie, tout mouvement corporel suscite une relation empathique dans l'esprit du spectateur. S'il s'agit d'un mouvement figuratif, le spectateur le reconnaît d'emblée, car pour réaliser la même action, il a lui-même produit le même mouvement. Si le mouvement est non figuratif, le processus demeure le même, l'acteur du mouvement a un but, une intention en l'effectuant. Le mouvement est transféré par empathie kinesthésique, alors bon, du coup c'est une traduction, par empathie kinesthésique au muscle du spectateur, et parce qu'il est habitué à associer le mouvement à l'intention, il parvient par induction à l'intention présidente au mouvement considéré. Alors par induction, ça voudrait dire qu'il y a une réflexion pour comprendre le mouvement. C'est pas tout à fait conforme à ce que dit John Martin par ailleurs. Bon, en tout cas, il y a une forme de transmission du vécu musculaire au vécu musculaire. Cette qualité de mouvement qui transfère une pensée intentionnelle était désignée par les Grecs du nom de métakinésie. Alors là, pareil, on ne sait pas d'où, sans doute que on ne sait pas vraiment d'où il tire ce mot. On imagine que c'est dans Platon, le Timée, mais une sorte d'invention, ou pas. Peut-être qu'il a emprunté à Martha Graham, on ne sait pas. Bref, Martin entend par métakinésie non la transmission telle quelle de la sensation kinesthésique du danseur, mais la sensation kinesthésique du spectateur après qu'il a perçu le mouvement du danseur, c'est-à-dire sa réaction musculaire. Voilà. Et donc en ce sens, le corps du spectateur est, chez John Martin, la matrice de la sensation kinesthésique qu'il éprouve. C'est chez le spectateur que se produit la sensation. Il n'y a pas quelque chose qui se transmet magiquement d'un corps à un autre. Le spectateur n'est pas seulement un réceptacle passif, comme je le disais. Donc, il me reste 30 minutes. Ok, très bien, ça ira. Donc voilà, lorsque je cite une dernière fois John Martin avant d'en passer à des pistes explicatives. Lorsque nous voyons un corps humain en mouvement, nous voyons un mouvement qui peut être produit par n'importe quel corps humain, et notamment le nôtre. Par empathie kinesthésique, nous le reproduisons par procuration dans notre actuelle expérience musculaire, et nous en éveillons les connotations associées comme si le mouvement original était de notre propre initiative. Ça, c'est assez intéressant, mais il manque des choses. Il manque en particulier, John Martin ne parle que de muscles. Et évidemment, il manque quelque chose dans le processus de la mise de l'activation des muscles. Donc j'en viens désormais à quelques pistes explicatives
Donc je commence par Hubert Godard parce que c'est une personne très importante dans l'histoire de la danse et qui s'est beaucoup intéressé à la contagion. Il ne parle pas d'empathie kinesthésique, il parle de contagion gravitaire. Donc il a repris un petit peu tout ce que je vous dis, il s'en est sans doute inspiré un petit peu. Avant d'en venir aux neurosciences, j'allais très vite. Bon, alors, dans ce petit texte que j'ai affiché qui fait 6 pages et qui est extraordinaire, Hubert Godard explique que la sensation gravitaire et l'épreuve du poids sont la cause de l'empathie kinesthésique. Il estime, en fait, il explique que la sensation éprouvée par le spectateur peut être qualifiée de transport. Je suis transporté par ce que je vois. Il dit, dans le cas d'un spectacle de danse, cette distance éminemment subjective qui sépare l'observateur du danseur peut singulièrement varier, on ne sait pas vraiment qui bouge, provoquant par là un certain effet de transport. Transporté par la danse, ayant perdu la certitude de son propre poids, le spectateur devient en partie le poids de l'autre. Alors je vais vraiment synthétiser par rapport à ce que j'avais prévu. Donc juste pour... Je vais improviser là un petit peu. Il explique que au quotidien, notre posture est stabilisée par des muscles qui sont des muscles gravitaires. Les muscles gravitaires génèrent ce qu'il appelle des pré-mouvements. Autrement dit, quand je tombe, par exemple là j'ai levé la main, et bien en fait j'ai un peu contracté ma cuisse gauche pour équilibrer, pour anticiper le déséquilibre. Et sa conviction est que lorsque l'on voit le mouvement d'un danseur sur scène, par exemple, ou d'une personne qui est sur un funambule, en réalité, on accède au pré-mouvement. Et donc, ce que nous éprouvons, c'est le pré-mouvement. Et le pré-mouvement, c'est aussi ce qui va faire que nous allons anticiper le mouvement. Donc, selon lui, il y a une contagiosité du pré-mouvement plutôt que du mouvement. Et cette contagiosité, elle est liée aussi au fait que ce sont les muscles gravitaires qui gèrent l'expression, apparemment. Qui gèrent l'expression, c'est-à-dire, donc je vois l'expression de l'autre, je peux anticiper ce qu'il vit dans son corps. Donc ça, c'est la conviction d'Hubert Godard, que j'ai donc synthétisé très rapidement, pour en venir quand même à un constat des neurosciences. Vous connaissez peut-être le concept des neurones miroirs. Donc aujourd'hui, on considère que la raison pour laquelle nous éprouvons ce que vit autrui dans son corps est sans doute fondée neurologiquement par le fait que alors, les neurones miroirs ont été découverts à partir de 2010. 2010 pour le singe et 2018 chez les êtres humains, donc c'est quand même très récent. Ce sont des neurones qui sont couplés à des neurones moteurs. Donc, on ne sait pas vraiment, on n'est pas sûr, mais on est quasiment certain qu'à chaque mouvement que nous effectuons, il y a des neurones miroirs qui s'activent. Et lorsque nous voyons autrui bouger, eh bien, nos neurones miroirs s'activent, pas forcément les neurones moteurs, mais les neurones miroirs. Et donc, en quelque sorte, ils réactivent un vécu moteur, kinesthésique, ce qui fait que nous sommes en mesure de percevoir ou de savoir en fait ce que vit l'autre. Cette connaissance, sur le plan des calculs, enfin d'après Victor Galessé qui a fait des calculs, sur le plan des travaux en neurosciences ont permis de comprendre que le savoir apporté lorsque mes neurones miroirs s'activent, le savoir du mouvement de l'autre génère un influx nerveux un peu moindre. Donc je sais en même temps ce que vit l'autre, mais le différentiel entre l'influx nerveux que je ressens lorsque moi j'effectue le mouvement et l'influx nerveux que je ressens lorsque je vois autrui se mettre en mouvement est en fait une source d'information. C'est-à-dire je sais que c'est pas moi, parce que c'est trop faible, mais je sais exactement ce qu'il ressent. Donc ça c'est très intéressant parce que donc, ça confirme les intuitions que j'ai évoquées au début chez des penseurs très théoriciens. Et c'est très intéressant aussi parce que, après au niveau des enjeux, je trouve ça c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre aussi les déficiences empathiques. Vittorio Galessé a constaté que chez les personnes qui n'ont pas d'empathie, et cette fois on parle d'empathie morale, mais en réalité on peut penser, d'après tout ce qu'on a vu, que c'est quand même très fondé physiologiquement, les personnes qui n'ont pas d'empathie, kinesthésique, qui n'ont pas d'empathie morale,
sont des personnes qui ont le même influx nerveux lorsqu'elles font un mouvement et lorsqu'elles voient le mouvement effectué par autrui. On arrive au même niveau. Ce qui est donc voilà, c'est très, très intéressant parce que ça permet de comprendre, de fonder aussi, d'apporter des éléments qui permettent de fonder physiquement, kinesthésiquement, toute une réflexion morale. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.